En septembre 2018, un homme malvoyant était expulsé avec son chien guide d'un Monoprix à Marseille. Expulsion Manu Militari, dont la vidéo avait provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias. Bonsoir Arthur Amouette. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. C'était vous, avec à l'époque votre chienne Loya. Absolument. C'était donc il y a maintenant 6 ans et on s'est présenté comme n'importe qui pour aller faire nos courses dans ce magasin Monoprix. Et malheureusement, on est tombé sur une personne qui nous a opposé un refus immédiat et un refus catégorique malgré le fait que j'ai pu lui expliquer ma situation de déficience visuelle, le besoin de mon chien et le contexte légal aussi, parce que ça n'était pas simplement quelque chose que je tire de mon chapeau. Alors si vous êtes d'accord, je vous propose de réécouter quelques secondes de cette vidéo, parce que ça avait été filmé par un de vos amis à l'époque. Absolument. J'ai le contexte à respecter, je ne peux accepter aucun animal dans le magasin. Regardez, monsieur. Mais monsieur, je comprends votre problème. Je ne peux pas vous accepter. Non, monsieur. Alors vous sortez avec le chien. Monsieur, portez plainte. Je vous donne mon nom. Vous avez le magasin. Je ne peux pas vous accepter. Voilà. Il y a des normes d'hygiène. Il y a beau être chien guide, il reste le chien. Mais vous arrêtez de me pousser, monsieur. Je suis dans mon bon droit. Non, monsieur. Voilà, c'était brutal à l'époque. Et à un moment donné, l'homme qui vous expulse dit... si vous voulez, allez-y, porter plainte. C'est ce que vous avez littéralement fait. Comment ça s'est passé ? Ça a été assez long de d'abord porter plainte, puis ensuite voyant le manque de réactivité du tribunal de Marseille qui a beaucoup d'affaires très prioritaires, on peut le comprendre, mais il a fallu faire ce qu'on appelle une citation directe, c'est-à-dire forcer le tribunal à instruire le dossier. C'est la procédure offerte à la victime d'une infraction de convoquer elle-même la personne qu'elle veut poursuivre à une audience du tribunal afin qu'elle puisse y être jugée. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que ça a pris du temps de convaincre le tribunal d'instruire, et donc on a utilisé cette procédure-là, et au passage, déposer de l'argent en dépôt de garantie. C'est vous dire comme c'est parfois compliqué d'accéder à la justice, surtout quand on est en situation de handicap, que beaucoup de ces choses-là passent par des documents, des écrits, des choses à signer. C'est pas toujours simple. Heureusement, j'ai été accompagné par un cabinet d'avocats qui m'a permis de faire tout ça au fur et à mesure, mais 6 ans après, nous y sommes enfin. On va se retrouver avec 2 entités juridiques du groupe Monoprix et le responsable de l'époque de ce magasin Monoprix pour juger de ces violences volontaires sur personnes vulnérables, d'une part, et surtout de la discrimination que j'ai subie ce jour-là. Est-ce que vous y serez au procès ? Absolument. Je vais faire le déplacement, je pars jeudi et on va être à l'audience qui commence très tôt le vendredi matin pour suivre l'audience, écouter ce que Monoprix en dit, écouter ce que le responsable du Monoprix en dit et voir ce que le tribunal va retenir de toute cette histoire, parce que... à mon sens, au sens des associations qui se portent partie civile, et il y en a plusieurs, et au sens de mes avocats, c'est bien d'une discrimination qu'il s'agit. Parce que je me suis rendu avec mon chien, qui n'est pas seulement un chien, qui est bien mon moyen de compenser mon handicap. Et c'est ce qui a motivé ce refus et le fait que nous soyons expulsés du magasin. C'est donc bien un refus catégorisé de délivrer un bien ou un service pour ce motif de handicap. Et aujourd'hui, ça n'est malheureusement, ça n'a jamais été retenu devant les tribunaux, cette discrimination. Et depuis près de 40 ans, jamais. Depuis près de 40 ans, jamais. Et à mon sens, si on ne condamne pas quelque chose, en fait, on le perpétue. On le pérennise. Et c'est bien ce qui motive notre action en justice aujourd'hui. D'abord, forcément, d'avoir une reconnaissance de toute cette histoire dont je suis victime. Mais plus largement que ça, c'est de pouvoir donner une jurisprudence à ces cas-là que l'on rencontre trop souvent en tant que personne en situation de handicap accompagnée d'un chien guide ou d'un chien d'assistance. Et c'est de pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir faire enfin reconnaître leurs droits, parce qu'effectivement, il n'y a aucune jurisprudence là-dessus, il y a un vide. Vous venez de parler de ces cas qui existent. Est-ce qu'expulser une personne malvoyante et son chien guide en raison de la présence du chien, est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce qu'il y a un recensement?
Il y a un recensement qui est fait par l'Association nationale des maîtres de chiens guides et d'assistance. Ce recensement-là, il est au nombre de 200 cas par an. Chaque année, il y a 200 personnes qui vont déclarer qu'ils ont eu un refus dans tel ou tel magasin. En général, c'est des commerces alimentaires. Il y a aussi des VTC, restaurants. J'ai vu des taxis, des VTC. Ouais. Et ça, il faut bien comprendre que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a une espèce d'autocensure que les personnes ont, à savoir, on n'a pas envie d'aller souligner cette honte, cette discrimination qu'elles ont subie. L'accès à la justice est long et compliqué. L'accès à un commissariat, ne serait-ce que se déplacer de chez moi dans le Vieux-Lille à le commissariat le plus proche, dans le Vieux-Lille aussi, pour une personne en situation de handicap visuel, faut déjà s'accrocher. Parce qu'avec tous les poteaux, les poubelles, et toutes ces choses-là qui sont des obstacles du quotidien, mais c'est quelque chose qui se rajoute finalement sur notre chemin d'accès à la justice. Donc ces 200 cas recensés par an, ça n'est que la petite partie de la lorgnette. À titre personnel, j'ai essuyé plusieurs fois des refus, et ce cas-là va peut-être enfin trouver une réponse satisfaisante devant les tribunaux 6 ans après, et après un cas de violence et de discrimination qui a été filmé. Trop peu de personnes ont une preuve tangible à montrer devant les tribunaux, effectivement. On recense aujourd'hui, alors en France, un peu plus de 2000 binômes maîtres chiens guides d'aveugles ou d'assistance. Hein, c'est le chiffre qui est communiqué. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas davantage ? Une des 3 raisons principales dans une étude qui a été menée par l'Association nationale des maîtres de chiens guides et d'assistance, c'est justement ce surhandicap causé par l'ignorance et les discriminations des personnes. Vous voulez dire que faire face aux conséquences d'avoir un chien avec soi, ça augmente les difficultés ? Et pas mal de personnes, du coup, se disent, malgré le fait que c'est une aide, mais incroyable pour pouvoir se déplacer, se repérer dans l'espace, savoir que on va à un passage clouté ou que l'on va peut-être vers une marche et qu'il va falloir, du coup, éviter ces différents obstacles. C'est une aide incroyable à la mobilité, mais malgré ça, parce que ça peut être un surhandicap dans son autonomie de déplacement, parce que tous ces problèmes de difficultés et de discrimination, sont un surhandicap pour les personnes, et elles décident de, quelque part, se tirer une balle dans le pied en n'acceptant pas, en ne voulant pas de cette aide incroyable qu'est le chien guide ou le chien d'assistance. Arthur Aumoite, saisi par le procureur de la République de Marseille, le défenseur des droits a rendu un avis détaillé, au terme duquel elle estime que les faits caractérisent le délit de discrimination fondé sur un handicap. Est-ce à dire que c'est plutôt bien parti et pour l'instauration d'une condamnation et d'une jurisprudence ? C'est forcément positif d'avoir Madame la défenseur des droits qui explique, vraiment, je vous rejoins là-dessus, l'avis est très détaillé. Et elle explique en décortiquant ce qui s'est passé et en expliquant en quoi c'est une discrimination pour différentes raisons. Donc c'est forcément positif. Maintenant, la défenseur des droits est donc une institution indépendante qui a été saisie par le procureur, mais en l'occurrence, il n'y a pas l'obligation de respecter la parole de la défenseur des droits. Donc tout va vraiment se passer ce 5 juillet à Marseille. Sur Twitter, juste après l'agression, Monoprix avait présenté ses excuses pour ces faits, je cite, que l'entreprise condamne fermement, et de poursuivre. Si pour des raisons sanitaires, les animaux ne sont pas acceptés dans nos magasins, les guides d'aveugles font évidemment exception, avait écrit le groupe. Là, on comprend très vite qu'il y a évidemment une distinction entre la volonté d'un groupe et la réalité du terrain et le quotidien. Et vous, c'est ce que vous dénoncez, c'est que le quotidien ne prend pas en compte ces réalités. Absolument, parce que il y a le groupe qui va avoir forcément un message qui pourrait dire c'est bien fait et cette discrimination c'est une bonne chose. Forcément que le groupe va dénoncer ça, mais entre la volonté et la vision du groupe et ce qui se passe sur le terrain, c'est très très différent. Le groupe a-t-il suffisamment informé et formé ses salariés ? Moi et mes avocats pensons que non, vu ce qui s'est passé encore ce jour-là. Par la suite, malgré le travail de sensibilisation qui a été fait,
par le retentissement médiatique, et 2, par l'Association nationale des maîtres de chiens guidés d'assistance toujours, dans les magasins Monoprix, une personne s'est encore vue refuser l'accès de façon violente, la violente verbalement, mais refuser l'accès d'un magasin Monoprix sur Paris. Cette personne-là témoigne dans mon dossier d'avocat. Donc c'est bien que ce travail de sensibilisation et de formation, c'est pas quelque chose qu'il faut déjà seulement dire, mais vraiment mettre de façon effective sur le terrain, et par ailleurs faire des piqûres de rappel régulièrement. Parce que dans la vie quotidienne, il y a tellement d'informations, tellement de choses qui passent, qui en plus peuvent changer entre-temps, c'est important de pouvoir faire des piqûres de rappel régulièrement à ses employés et aux personnes qui font le travail de vigile à l'entrée. Arthur Aumotte, à l'époque, vous étiez avec votre chienne Loya, hein, qu'on voit sur la vidéo. Ce n'est plus elle qui vous accompagne? Aujourd'hui, c'est Snoop qui est à nos pieds aujourd'hui. Dites-moi si je me trompe, hein, mais Snoop, je crois que ça fait 4 mois qu'il est avec vous. Exactement. Il nous vient de Lezoux dans le Puy-de-Dôme, 533 km plein sud, hein, par rapport au studio où nous sommes. Alors, je suis obligé de vous arrêter parce que là, il y a une petite erreur. Il vient de l'école des chiens guides du Nord qui est à Ronc, donc pas si loin que ça finalement. Alors, c'est une mauvaise info que j'avais trouvée sur Internet parce que je me demandais comment est-ce qu'il avait fait pour s'acclimater. Dans la vraie vie, que faites-vous? Parce que là, vous êtes évidemment pour venir défendre la cause, parler de cet accident qui vous est arrivé, de cette discrimination, de cette agression. Dans la vraie vie, vous êtes réalisateur. Vous l'étiez à l'époque, est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui? Exactement, ça a été mon métier à l'époque. Maintenant, le fait d'être réalisateur et d'avoir cette image dans la presse qui a été très très largement vue. Depuis 6 mois, vous êtes vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est ça, parce que après cette histoire, malheureusement, la crédibilité d'une personne réalisatrice et malvoyante, c'est compliqué. C'était quelque chose que je faisais, mais sans le dire, que j'étais malvoyant, ou du moins le plus tard possible. Donc j'arrivais à peu près travailler en tant que réalisateur et malvoyant. Par la suite, c'était quelque chose de trop connu et compliqué, et ça m'a convaincu de changer de voie professionnelle, de m'investir dans le champ du handicap, d'abord bénévolement, puis professionnellement, et effectivement depuis quelques mois maintenant la vice-présidence du Conseil national des personnes handicapées à Paris. Vous n'avez pas été toujours malvoyant, hein, c'est arrivé progressivement. Absolument. Est-ce que vous en gardez des souvenirs, des images de cette période? Est-ce que ça continue à vous aider dans votre quotidien? Le fait d'avoir vu permet d'avoir un référentiel commun, ne serait-ce que l'idée d'une table. On peut se visualiser à peu près à quoi ça ressemble. Le rouge, ou toutes ces autres couleurs, par exemple, c'est des choses qui favorisent quelque part la communication et la compréhension entre une personne pleinement voyante et une personne malvoyante. Ce serait pas exactement la même chose avec une personne aveugle de naissance. Mais je garde pas mal de souvenirs, effectivement, de ce que j'ai vu. Et j'ai un assez riche référentiel visuel. Maintenant, je crée énormément d'images dans ma tête. Je vous parle, je ne vous ai jamais vu, mais pour autant, vous avez pour moi une image qui est faite de différentes images que j'ai vues avant et que je reconstitue très très naturellement. Donc il y a toujours une vision, mais une vision, on va dire, plutôt cérébrale et pas factuelle. Je ne sais pas si vous aviez vu les cheveux blancs, par exemple. Pardon de la question. Non, pas du tout. Je vous rassure. Non, vous êtes brun et avec des cheveux bouclés pour moi. Allez savoir pourquoi. Pardon de la question, mais il peut y avoir de la méconnaissance, de la naïveté, de la maladresse. Hein. Au-delà des cas d'agression comme vous avez relaté, il peut y avoir au début cette maladresse, cette méconnaissance. Comment est-ce que vous faites pour, dans ce rapport à la société, pour dire aux gens stop, là vous allez trop loin, parce que la maladresse, il faut être honnête, elle peut être assez omniprésente dans la société, mais tous n'ont pas la mauvaise volonté qui suit et peuvent se mettre à votre école. La première des choses, c'est la compétence de communication. Savoir informer les gens,
que là ils sont en train de faire une erreur, que me dire de base quand je rentre dans un magasin, monsieur le chien c'est dehors, c'est peut-être pas la meilleure posture de communication. Demandez-moi d'abord pourquoi j'ai un chien et je vous répondrai que c'est mes yeux en fait, c'est pas un chien. Et c'est cette compétence de communication, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de pouvoir aussi sourire quelque part autour de cette situation sans tout de suite affirmer à la personne que elle est dans une très mauvaise posture et qu'elle est en train de faire une erreur et que c'est un affront, etc. Maintenant, il y a un deuxième outil que j'ai dans la poche, soit dans mon téléphone en fichier numérique, soit dans mon porte-monnaie. C'est un petit dépliant qui récapitule tout le contexte, justement, de loi sur cette interdiction de barrer l'accès dans un lieu recevant du public, qui explique l'amende en vigueur, qui explique la dispense de port de muselière, parce que ça c'est souvent quelque chose qui nous est opposé dans les transports en commun, par exemple, ou dans les TGV. Donc là aussi un petit document pour communiquer là-dessus. Malheureusement, ce jour-là de septembre 2018 à Marseille, j'ai expliqué ça. J'ai voulu montrer différents documents. On vous avait montré les documents. Tout à fait. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'il y aurait, je pense, pu avoir plusieurs fois des portes de sortie. Malheureusement, cette personne s'est entêtée à vouloir nous sortir, coûte que coûte, manu militari, de ce Monoprix, et il en résulte mais j'imagine que ces violences. Les différentes réactions qui se sont produites vous ont, j'imagine, plutôt rassuré. Comment est-ce que vous faites pour transformer cette colère peut-être en énergie pour le bien commun ? C'est une bonne question. Comment je fais Je sais pas exactement. En tout cas, chez moi, c'est assez naturellement mis en place d'essayer de transformer des choses compliquées et difficiles, ne serait-ce que la déficience visuelle à vivre tous les jours. C'est pas marrant, hein. Pour autant, il y a des choses intéressantes qui se passent malgré et presque grâce à la déficience visuelle. Des rencontres qui sont intéressantes, un ressenti du monde qui est très différent aussi et qui a une forme de noblesse et petit à petit, par le biais de rencontres que j'ai pu faire, de personnes qui ont pu m'inspirer, j'ai pu moi-même m'aligner dans ce chemin-là, de me dire, il y a des choses difficiles, il faut pas les nier, c'est sûr et certain. Et quand il y a des choses difficiles, il faut aussi savoir faire respecter ses droits, parce qu'il y a des choses inacceptables. Mais pour autant, il y a des très belles petites choses sur le chemin de la vie. Et malgré ou grâce à la déficience visuelle, on peut voir tous ces points positifs. Ça sera ma dernière question, Arthur Aumotte, sachant qu'on va suivre évidemment vendredi, la décision peut tomber dans la journée vendredi, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'est-ce que votre handicap vous permet de voir que nous ne voyons pas ? Là, comme ça, de but en blanc, je vous dirais ce que je ressens très très rapidement et instinctivement, parce que pas la vision, c'est cette vibration chez les gens et de voir comment est-ce que je peux me mettre en relation avec eux. La déficience visuelle a favorisé cette compétence de communication chez moi et de comment me mettre justement en communication avec les personnes, comment rentrer en vibration. C'est un peu ésotérique, mais voilà, comment m'aligner avec les personnes en face. Eh bien, en tout cas, un grand merci, Arthur Aumotte, d'être venu témoigner dans ce studio en direct sur RCF Hauts-de-France.